Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur Info Télévision. Le tout premier directeur général de la société camerounaise d'électricité est connu. Oumarou Amadjoda a été choisi pour conduire cette nouvelle structure qui a été créée hier officiellement par un décret du chef de l'État venant ainsi mettre fin à Eneo. Le directeur général adjoint est également connu. Basile Oekobena a également été choisi. Tous ont été présentés tout à l'heure à l'hôtel Hilton de Yaoundé où se tenait la première grande concertation liée à la mise en place des structures opérationnelles de cette société. On peut voir avec la réalisation le visage du directeur général et du directeur général adjoint donc de cette société, la Socadel. Socadel vient donc remplacer Eneo. Pour quel résultat, quelles attentes? On en parle avec nos invités ce soir. Un autre texte du chef de l'État hier, celui prorogeant les mandats des conseillers municipaux jusqu'au 28 février 2027. Une nouvelle prorogation des mandats des conseillers municipaux. Pour quel impact, quelles peuvent être les conséquences et même les avantages de cette décision pour les partis politiques, le RDPC et les partis politiques de l'opposition. Le regard de la société civile sera également requis ce soir. Nos invités sont déjà installés. On aura ce soir Angelo Tweli, qui est un leader écologiste et social bien connu. On parlera de sa casquette politique dans la suite du programme. Angelo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça fait un bail. Ouais. Et c'est un plaisir de me retrouver. Il faut dire que beaucoup d'efforts ont été faits. Le plateau il est extrêmement magnifique. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Toujours entre deux avions, on a la chance de l'avoir aujourd'hui, Angelo Tweli, qui a beaucoup travaillé sur les dossiers concernant l'énergie. C'est pour cela qu'on vous a justement invité ce soir. Quelqu'un qui travaille également au quotidien sur les questions énergétiques, qui est d'ailleurs président d'un parti politique, le Parti écologique du Cameroun. C'est Eric Ngegim, c'est le président national. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Bonsoir à tout le plateau. Je suis très heureux d'être ici ce soir pour parler bien évidemment de la question de la mort d'Eneo, si je vais dire comme ça, parce qu'on a une nouvelle structure. Et le directeur général qui a été choisi, c'est un homme compétent, je le connais bien, et je pense qu'ils pourront faire du bon boulot. Et la souveraineté énergétique, c'est quelque chose qui ne se négocie pas. Je pense qu'il était important que l'État puisse prendre les choses en main pour que le Cameroun puisse avoir sa souveraineté énergétique. Regard totalement politique, regard d'un spécialiste et stratège de la communication, parce que la mort d'Eneo, la naissance de Socadel engage également la communication. Ferdinand Koungou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir à tous mes copanélistes. Merci d'être là ce soir. On espère qu'avec Socadel, on ne connaîtra pas des jeux de lumière ce soir. Bon, disons que c'est la fin d'une session, parce que c'est des entreprises qui ont été cédées pour un temps. Je crois que c'est 2023, c'était 20 ans. On est à 3 ans de plus. Donc c'était arrivé à la fin, c'était soit on renouvelle les concessions, soit on renationalise. Je crois que le choix de la renationalisation a été indiqué pour les dirigeants. Et on est rentré à la situation de l'ancien Sonel, sauf que c'est Socadel. Et cette fois, on espère qu'ils vont mieux tenir tous les investissements qu'on a fait sur les barrages pour booster la production énergétique et par ricochet booster notre tissu industriel. C'est ça en fait le projet de booster la production d'énergie. Bertrand Benoît Onana, seconde fois sur ce plateau. Il est cadre d'ailleurs trésorier national de l'OMP. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. Heureux une nouvelle fois d'être sur votre plateau. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Merci pour l'honneur que vous faites à l'OMP. C'est la deuxième fois et j'espère que ce n'est pas la dernière. Pas du tout, ce ne sera pas la dernière. Hubert Volo, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir aux co-discutants, compatriotes que j'ai le plaisir de retrouver et la maison Info TV. Je voudrais également saluer tous les citoyens actifs
du Cameroun qui nous écoutent à l'instant. L'OCAC, votre parti politique, vous en êtes le secrétaire national à la communication. Monsieur, parlons donc de ce sujet. Le décret du chef d'État a été rendu public hier. La SOCADEL est née, la Société camerounaise d'électricité, pour remplacer Eneo. Pour quel résultat, Angelo, faut-il bâtir un espoir sérieux, un espoir soutenable avec cette nouvelle structure? Ce qu'il faut dire, c'est que je ne suis pas tout à fait optimiste sur le coup. Parce que quand on parle de la fourniture de l'électricité au Cameroun, les principales difficultés sont liées à l'insuffisance de l'offre. Ce qui crée souvent des délestages parce qu'il faut rationaliser. Oui. Et quitter avant-hier des Néo à Socadel aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé au fond? Est-ce que l'offre a grandi d'un pouce? Parce que quand on fait une analyse simple, on se rend compte que en 1953, il y a eu un premier barrage EDA, il y a eu le barrage de Songlolo, et ce n'est qu'en 2025, avec le barrage de Natigal, on a un autre barrage qui a une certaine capacité, 420 MW. Les trois barrages là font 1000 quelque chose de mégawatts, et le potentiel tourne dans les 1400 MW en termes de puissance installée. Ça, c'est l'actif de Socadel. Les besoins sont lesquels derrière? Les besoins sont énormes. Lisons la SND 30 qui se projette à 5000 MW. Revenons même au document de stratégie qui a remplacé pour la croissance de l'emploi. L'estimation était à 3000 MW. Ils n'ont pas atteint cette estimation. La production n'a pas évolué. Donc, Socadel va venir trouver... Le déficit est toujours réel. Il est toujours Entre réel. l'offre et la demande, il y a un grand fossé. Tout à fait. Qu'on appelle Sonel, Socadel et Neo, AES. ou alors AES. Rien n'a changé au fond. Parce que, justement, le même déficit est là. Il y a un besoin énorme, avec la croissance démographique et autres, mais l'offre ne suit pas. Et pire, il y a des moments où, avec les changements climatiques, les périodes de tiage, où ces différents barrages ne peuvent que fonctionner à 50% de leur capacité. En ce moment encore, c'est grave. Donc, moi, ce que je dis, c'est pour interpeller l'opinion et dire aux Camerounais clairement qu'il ne faut pas rêver d'un monde meilleur. D'un lendemain plus éclairé, subitement. Oui. Non, non, c'est pas possible, ça ne se fera pas. D'accord. La chose qu'il faudra faire, c'est de voir les investissements avec les barrages de Kikot, avec le Grand Ewen, avec tous les barrages, des véritables barrages qui sont engagés. Parce que, rappelons-le aussi pour finir, c'est qu'il y a eu un grand ramadan médiatique avec des grands projets structurants comme on appelait les Mekin, les Memveleux et autres, qui se sont avérés aujourd'hui des flops, qui n'ont rien apporté en plus, et qui malheureusement mettent Eneo, qui n'était que le distributeur, le vendeur qui ne produit pas, qui vend dans une situation très malheureuse. On avait toujours l'impression que c'est Eneo qui est la cause de tous nos malheurs au Cameroun, en ce qui concerne la... Eneo ne vend que ce qu'on lui donne, ce qu'on met à disposition. On lui donne 1000, le marché a besoin de 4000, Eneo, Socadel, ils seront toujours en difficulté. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas dû, M. Onana, procéder par un audit sérieux avant d'arriver à la création d'une nouvelle structure? Auditer aurait permis peut-être de comprendre que tous les barrages qu'on a créés ne sont pas totalement productifs. Il y en a qui ne servent à rien, de constater que la capacité de production ne peut pas répondre à la demande. Est-ce qu'on n'aurait pas dû passer par un audit sérieux avant d'arriver à la création d'une nouvelle structure? Oui, ce que vous dites, Jean-Jacques, est pertinent, mais ça relève un peu de l'amalgame que je nous conseille de ne pas faire. Parce que Eneo, qui, comme le disait Angelo tout à l'heure, ne commercialisait que l'énergie qui lui était rendue disponible au terme de la concession, avait à côté de lui une entreprise à capitaux publics EDC qui était chargée et qui demeure l'entreprise de production qui a fait
s'aidant sur Lompanga pour le projet majeur que je lui connais. Je ne sais pas si ils ont montré une habilité ou une capacité plus efficiente dans la reprise des ouvrages qui avaient été concédés à Eneo, parce qu'à un moment, avant Eneo, on a eu, si vous vous souvenez bien, AES Sonel, et cette histoire de privatisation faisait venir un peu les privés pour assainir un environnement où les investissements avaient disparu, parce qu'il faut peut-être rappeler le contexte de la privatisation de la Société nationale d'électricité. Tout le monde connaît la Sonel. Entre 1974 et 2001, nous avons fait l'expérience de la gestion de nos ouvrages électriques avec la Sonel, avec le bilan que nous connaissons. C'est à la faveur des contraintes budgétaires des années 90, notamment en 94, la dévaluation du franc CFA, que l'État éprouve le besoin d'améliorer sa présence dans un certain type d'entreprise avec au change, et ça c'était regrettable, en abandonnant quelque peu de souveraineté. Vous savez que l'électricité, l'eau, c'est des secteurs stratégiques, mais c'est la contrainte du moment qui imposait d'aller vers les privatisations. Ça fait que la réflexion menée entre 1994, qui a fini par aboutir en 1999 avec la concession accordée au groupe AES Corporation des Américains, et qui a effectivement lancé la société AES Sonel en 2001, nous a permis de faire l'expérience de la gestion d'acteurs privés. Et il faut dire que AES, il faut reconnaître à son actif des avancées, parce que pour l'essentiel, ce partenaire privé arrivait avec une méthode managériale qui consistait en son dessaisissement des activités de régie pour privilégier les entreprises sous-traitantes qui gravitaient autour d'elle, absorbant ainsi une forte part de l'emploi que la Sonel n'arrivait pas à manager, avec aussi des exigences qui amenaient ces entreprises-là à hausser leurs standards. Il faut reconnaître aujourd'hui que le tissu de ces entreprises sous-traitantes fait aujourd'hui l'essentiel du travail d'Eneo qui devient Socadel. Donc ça, c'est des acquis, c'est des choses à préserver. Maintenant, concernant, et c'est quand j'ai parlé d'amalgame à l'entame de mon propos, le déficit énergétique du Cameroun est un problème plutôt stratégique, global, connu de l'État du Cameroun, qui a justement envisagé des investissements dans des barrages pour compléter l'offre qui existait, avec une ambition, ma foi, qui n'est pas celle qui correspond au potentiel hydrographique de notre pays. Quand vous situez aujourd'hui la production globale d'énergie distribuée par Eneo qui devient Socadel autour de 1300-1400 MW, le potentiel du Cameroun, seulement en termes d'hydroélectricité, dans des estimations modestes, devrait être de l'ordre de 5000 MW. Vous comprenez? Mais maintenant, il s'est trouvé que l'État n'ayant pas l'argent nécessaire, la privatisation qui a consisté plutôt en une augmentation du capital de la Sonel pour devenir AES, l'État a reculé et s'est contenté de 44% de part, 5% pour les employés d'Eneo et 51% pour AES Corporation qui est arrivé. Et c'est ces actifs-là que simplement quand AES, je pense, il avait pu retirer ses billes, parce que tout le problème avec l'énergie, c'est qu'il faut entretenir l'infrastructure. C'est-à-dire que vous avez au produire, les besoins ils sont croissants, la population elle-même elle est croissante, les besoins industriels d'un pays comme le Cameroun deviennent importants, et pour suivre, il faut accompagner avec l'entretien, la maintenance des ouvrages. Mais si vous êtes donc cantonné à la vente
de l'énergie, et je crois que c'est le problème qu'AES a observé. Quand vous êtes cantonné à la vente de l'énergie et que vous n'avez pas les leviers pour impulser la production, vous êtes quelque peu le parent pauvre de l'histoire, parce que vous avez en face de vous la clientèle qui, elle, perçoit tout de suite le problème de la qualité du service de l'énergie. Et vous, d'ailleurs, dans notre imaginaire collectif, vous vous souvenez de nous souffrons à cause de l'Eneo. C'est-à-dire que cette entreprise était devenue un peu la bête noire à tort d'un circuit qui impliquait à la fois la production, le transport et la distribution d'énergie. D'accord, c'était le mauvais responsable donc de tout ce qui se passait. Voilà. C'est qu'on va retenir de votre propos. Mais la question reste là, Éric Guéguim. Est-ce qu'on a fait un audit sérieux pour localiser le problème et venir avec une solution telle que Socadel? Jean-Jacques, merci pour cette question. Aujourd'hui, pour moi, c'est un jour important. La création d'une société nationale d'électricité Socadel, pour moi, c'est important. Au moins, le pari de la nationalisation ou la renationalisation est gagné. Tout à fait, c'est gagné. D'accord. Nous, les écologistes, nous avons demandé. Maintenant, au mot du résultat, je dirais qu'il faut un courage politique. La question de l'énergie, elle est d'abord politique avant d'être technique. Nous avons la production, on l'a dit là tout à l'heure, nous avons le transport, nous avons la distribution. Aujourd'hui, au Cameroun, le véritable problème de l'énergie se situe au niveau du transport. Pourquoi n'avons-nous pas des sociétés qui viennent investir sur le transport d'électricité? Aujourd'hui, les lignes de transport sont vétustes, elles n'existent pas. Tous nos barrages, tout ce qu'ils produisent, on n'a pas la capacité de transporter ça jusqu'à chez le citoyen. Alors on voit des entreprises qui viennent, personne ne s'intéresse au transport. Et je pense qu'il faudrait que l'État, ceux qui sont aux affaires, ouvre le marché du transport. Mais on va transporter quoi? Lorsqu'on est à 1500, alors qu'on a une demande de 3000, on va transporter quoi? Mais déjà, les 1500, ça c'est la puissance installée. Oui, puissance installée. Maintenant, il faudra là la puissance produite. Et qui la est puissance produite moindre. Voilà, donc vous voyez déjà que la puissance même produite, son loup est à 50%. Si le rendement, voilà, si le rendement était égal à 1, c'est-à-dire que si la puissance installée est égale à la puissance produite, ça veut dire que nous ne sommes pas capables de transporter cette énergie que nous produisons. Alors la question, on investit sur des barrages qui ont un coût par rapport à la puissance installée. Il y a une puissance produite qui est moindre pour des raisons majeures. Maintenant, il y a le transport que nous ne pouvons pas assurer. Alors vous voyez que, et généralement, si nous ne pouvons pas transporter toute l'énergie qui est produite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État qui s'endette pour faire un barrage est perdant. Ça veut dire que le citoyen est perdant parce que c'est avec nos impôts qu'on le fait. Donc sur une production que nous n'arrivons pas à transporter jusqu'à chez le citoyen, vous comprenez très bien que nous sommes dans un schéma qui n'est pas productif. Je vous dis qu'il faut du courage politique. Est-ce que ce n'est pas le problème de la segmentation? À l'époque de le Sonel, le problème ne se posait pas de la même manière. Parce qu'on avait une seule structure qui s'occupait de la production, le transport et la distribution. Non, on a segmenté. Je pense que c'est une bonne idée de segmenter. Il faut segmenter. La question aujourd'hui, c'est que le maillon faible de l'énergie au Cameroun, c'est le transport, Jean-Jacques, c'est le transport. Pourquoi n'avons-nous pas des entreprises qui viennent investir sur le transport? Compacte énergétique, ce que le ministre de l'eau et de l'énergie a lancé, c'est un projet très bien. On veut 5000 mégawatts, mais on va les transporter avec quoi? La question demeure. Je regarde tout le compacte énergie, je ne vois pas d'entreprise privée qui viennent au Cameroun en disant le secteur, le maillon du transport m'intéresse, je veux investir. C'est là où l'État, le maillon faible. Tant que l'État n'a pas corrigé la question du transport. Et c'est là où l'État a créé la Sonatrel. Mais la Sonatrel qui n'a pas de capitaux, qui n'a pas de personnes. Souvenez-vous que la Sonatrel a dû prendre les employés de Eneo à l'époque pour aller travailler à la Sonatrel parce que la Sonatrel a un problème de compétences. Il faut former, c'est un bébé qui est nouveau, qui a un gros chantier devant lui, mais qui n'a pas la main-d'œuvre nécessaire. D'où il est important que, dans le domaine du transport, qu'on puisse organiser la formation, renforcer les pouvoirs de la Sonatrel, du point de vue technique, du point de vue économique, et surtout, il faut des investisseurs. Alors, mais il y a un autre problème. Pour que nous ayons des investisseurs, il faudra que le cadre légal soit clair. L'énergie qu'on investit, c'est pour revendre, Jean-Jacques. Aucune entreprise ne peut venir dans un pays, mettre des milliards pour faire des barrages ou des centrales solaires sans toutefois être fixé sur le tarif de rachat d'électricité. C'est que le maillon faible aujourd'hui. Combien coûte 1 mégawatt au Cameroun produit à partir de l'éolien, par exemple, et pas de l'énergie, on ne connaît pas. Combien coûte 1 mégawatt produit à partir du solaire photovoltaïque, on ne connaît pas. La question du tarif de rachat d'électricité doit être une question réglée au niveau de l'Assemblée nationale pour encourager les investisseurs. Et voilà encore le deuxième maillon qu'il faut corriger si on veut que la Socadel
ait un résultat et un bilan différent de celui d'Eneo. Finalement, c'est qui la Socadel? C'est le distributeur, c'est le transporteur, c'est le producteur, c'est qui? Mais la Socadel, c'est le distributeur. Parce qu'il qu'il a remplacé Eneo, oui, par la Socadel. Est-ce qu'on n'hérite pas des mêmes problèmes? C'est pour ça qu'il faut réformer. Le décret, est-ce que les missions ne sont pas plus poussées que celles de Eneo? Si la question du transport n'est pas réglée, nous n'aurons aucun résultat différent de ce que nous avons avec Eneo. Il faut que l'État prenne conscience, on peut changer les hommes, mais si on ne change pas la vision politique de l'énergie, en réformant le problème de transport et en renforçant les compétences de la Sonatrach, nous n'aurons le même résultat. D'accord. Hubert Volo, sur cette question, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui est attendu comme changement avec la création de Socadel? Non, le changement est évident. Le nom a changé. Le logo aussi. C'est Socadel désormais. On s'habitue d'ailleurs. Et vous venez d'annoncer qu'il y a un nouveau directeur général. Donc le blanc est parti. Il y a même son adjoint aussi, est camerounais. Oui. Voilà le Basile Kobena, l'adjoint, et Oumarou Amadjo dans le troisième changement, c'est que effectivement la société a été nationalisée. Si optimiste on devrait être, nous pensons que la société qui s'occupe de l'électrification du pays doit être une société qui est contrôlée par le Cameroun. Parce que c'est un domaine de sécurité, qu'on ne le veuille pas. Si vous voulez être en sécurité et que les gens contrôlent la lumière que vous avez chez vous, ils peuvent vous priver d'énergie à un moment donné pour essayer de faire X, Y chose. C'est une image que les gens... Dans le schéma du coup d'État, la radio, l'électricité sont souvent les premières prises. Encore, puisque à côté du noir que ça vous sert, on peut vous affamer, vous savez. Parce qu'on est totalement, on s'est modernisé un temps soit peu, et puis du coup, on est lié, conditionnellement lié. On est même devenu très indépendant, très dépendant de ces produits-là. Donc je pense que voilà quelque chose qui a changé. Mais dans le fond, mes co-discutants ont tout dit, en réalité. Le problème des NEO, c'est que ils ne vendaient que ce qu'ils recevaient. Maintenant, le type de citoyen que nous avons. Est-ce que vous savez que quand Eneo a apporté le compteur prépayé, Eneo a commencé à respirer un peu. Quand vous parcourez certains villages, vous allez, ceux qui sont électrifiés, vous passez devant les ménages, les maisons, en pleine journée, vous voyez les ampoules allumées. Pourquoi? Parce qu'en fait, le citoyen n'a pas intégré que la consommation de l'énergie électrique doit être rationnée, doit être mesurée. Quand ça éclaire en plein soleil, là, ça éclaire qui? Est-ce que c'est une énergie qui vient de derrière la maison? En fait, c'est une production qui a été transportée, qui doit être payée. Mais en réalité, c'est parce que dans certains villages, qu'on ne le veuille pas... Même dans certains ministères. Bon, oui, dans certains ministères... Allumé, la clim tourne. Il y a des endroits où on ne paye pas le courant dans ces pays. Oui. Comprenez un peu? Je crois que c'est l'une des patates chaudes que Socadel devra gérer. C'est ça. Est-ce qu'on a imposé ça à Eneo? Parce qu'en réalité, Eneo qui est venu faire des affaires ne pouvait certainement pas laisser passer une telle affaire. Permettez la répétition. Parce que lui doit faire des bénéfices. Mais comment est-ce qu'on est arrivé où certaines localités consomment l'énergie sans payer, au vu, au su de tout le monde? Et quand les agents se pointent, on sort les lances, les machettes. Encore que. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sont les agents Eneo. On les appelle culturellement comme ça. Mais il faut rappeler qu'ils ne sont pas des blancs. Des sous-traitants. Non, il dit que ce sont des Camerounais. Oui. Les gens qui font le son loulou, aller à Douala, à Dakar, à Madagascar. Il y a des acteurs là-bas qui sont propriétaires de l'énergie, ceux qui en payent. C'est-à-dire que lui reçoit l'argent chaque fin du mois. Oui, il alimente. Et c'est-à-dire que quelqu'un va. Et même ceux qui sont nantis te disent qu'ils ont deux lignes. Il a la ligne normale et il a la ligne son loulou. Et il vit avec ça. Comment on résout tous ces problèmes? Est-ce qu'on peut accuser Eneo de n'avoir pas pu régler ça? En fait, c'est la camerounité qui revient pour le déficit de citoyenneté qui va poser problème. Donc je veux bien savoir. Eneo a été donc une mauvaise victime parce que tout ce qui est mauvais est Eneo. Mais lorsqu'on sait que sur cette chaîne-là, Eneo n'est que le vendeur qui en même temps subit le contre-coup du vol de l'énergie, de l'insolvabilité. Beaucoup de ministères ne payent pas leurs factures. L'État doit combien à Eneo aujourd'hui? Tout cela devrait être pris en compte. C'est pour ça qu'on convoquait un audit. Est-ce qu'on a audité? Parfaitement d'accord avec vous. Sans être le porte-voix d'Eneo, mais au vu de la description que nous faisons,
on est tenté de penser que Eneo se sent minimalement soulagé à la fin. Parce que, est-ce que l'État a réglé sa facture? Non. Est-ce que les ménages que je cite, les ménages que je cite là, ont réglé leur facture? Non. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc je pense que si on peut être d'accord que l'État du Cameroun a décidé de récupérer un secteur qui, ma foi, est très sensible, le problème lui demeure entier. Et il faut clairement dire aux Camerounais qui sont en train de jubiler que s'il y a une chose qui pourra changer, ce sera dans la vie de ceux qu'on a nommés là. Mais en termes, avec qu'ils ont le nouveau DG de Socadel, avec les avantages qui vont avec. Oui, mais en termes d'impact direct, au vu de la description que nous faisons, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain. Parce il y a un travail de fond. Que devient la Sonatrel? La Sonatrel même a beaucoup de problèmes. Il y a des chantiers que la Sonatrel a lancés qui, aujourd'hui, ont des problèmes. On a dû limoger un certain nombre de personnes. Et c'est de quoi je parle. Il y a des factures qui n'ont pas été payées. Il y a des questions d'indemnisation de certaines populations. Si vous allez du côté de Lobon jusqu'à vers Matom, de l'autre côté là-bas, vous allez trouver qu'il y a des travaux, des occupations de terre et tout ce que vous pouvez imaginer qui n'ont pas été indemnisés. Ceux même qui ont été indemnisés ne l'ont pas été totalement. Moi qui vous parle, j'attends une indemnisation du côté de la Sonatrel. On suit ça de près. Voilà. On va suivre ça de près. Ferdinand Kungu, ce qui a changé au moins, il y a une nationalisation qui est en marche. Et ceux qui connaissent les profils des nouveaux responsables, ils s'y connaissent. Le DG a été longtemps adjoint du côté de Néo. Il a une formation adéquate. D'ailleurs, le président Guégui m'a dit que c'est un homme compétent. On ne douterait peut-être pas des compétences de ceux-là. Ça au moins, la nationalisation. Mais la réponse aux besoins des Camerounais, pour eux, c'est d'avoir la lumière. L'interrupteur qui marche, pouvoir charger son téléphone. Aujourd'hui, tout le monde marche avec un powerbank. Je veux saluer le professeur Onangini. Tout le monde marche avec un powerbank. Aujourd'hui, c'est assez compliqué et c'est la réponse que les Camerounais attendent. Socadel ou Eneo, même si on disait Kungweo, le plus important, c'est la lumière. Bon, disons que ce n'est pas une renationalisation, au sens propre du terme, parce qu'on avait déjà nationalisé la production et le transport à travers EDC et Sonatrel, qui étaient des anciennes directions de la Sonel. On a juste laissé la commercialisation qui était privatisée. Maintenant, on a nationalisé aussi la commercialisation. On est donc rentré à une structure qui est comme une trinité, quand on parle d'électricité. C'est-à-dire qu'hier, on avait une seule société, la Sonel, qui faisait tout ça. Aujourd'hui, quand on a renationalisé, on a 3 structures, EDC, Sonatrel et Socadel. ACD. Le premier avantage ici, c'est que tout le circuit ayant été nationalisé, peut-être que les transmissions se feront mieux. Parce que les intérêts nationaux devront être privilégiés. Parce que Néo hier était un privé qui avait ses propres intérêts, qui avait certainement certains objectifs à atteindre. La Sonatrel et EDC n'arrivaient certainement pas à lui fournir le jus nécessaire. Et si vous avez en aval la prévarication ou les fraudes massives d'électricité, ce secteur de l'électricité est un véritable bouillon de culture, si on peut dire ça comme ça. Or, c'est un secteur très important si on veut décoller sur le plan industriel. Donc, il est important qu'on ajoute des moyens à la Sonatrel, au besoin même qu'on libéralise le secteur du transport et de la production d'électricité pour que des privés puissent créer des barrages. Le secteur déjà officiellement libéralisé. Disons, c'est-à-dire qu'on brise un peu ce qui ressemble au monopole. Qu'on brise le monopole, pas que ce qui ressemble au monopole, qu'on brise le monopole et qu'on laisse des privés s'installer pour produire de l'énergie et la vendre. Ouais. Parce que moi qui vous parle, j'ai été à la tête d'un projet amené par un ami qui vit à Ostende, Raphaël Bikaï, où il avait des partenaires des Émirats Arabes Unis qui voulaient faire une centrale à compression à gaz à Kribi pour produire l'électricité.
Et la puissance qu'elle devait produire, enfin que cette centrale devait produire, était dans les 35 000 mégawatts. Et eux-mêmes, ils investissaient, ils allaient produire, distribuer et vendre. À quel tarif? N'est-ce pas? Non, je ne vais pas rentrer, j'ai la fiche technique du projet à la maison, c'est très complexe, c'est un document dont je donne l'essentiel. Mais les premiers goulots d'étranglement sont venus du système actuel qui s'est braqué parce que cette concurrence ne plaisait pas au système qui produit de l'électricité aujourd'hui et qui le vend. Donc, on a beau avoir EDC, Sonatrel et Socadel, vu la demande qui est élevée, moi je demanderais à l'État d'acter la libéralisation. Parce qu'il y a des privés qui peuvent contacter des partenaires à l'étranger, chercher des endroits, ils peuvent faire des barrages, faire des centrales thermiques. Le président Nguyen interrogeait à l'heure locale, faire des centrales à gaz. Non, je vous dis, la demande actuelle fait que c'est open pour des investisseurs privés. Parce qu'il y a de la clientèle, le marché est ouvert. Il y a près de 3500 mégawatts à compenser. Que la structuration actuelle de notre énergie ne peut pas compenser. C'est clair. Donc quand vous présentez une telle attractivité à un investisseur, il sent la bonne affaire derrière. Il peut s'y mettre et produire lui-même peut-être des centrales photovoltaïques pour pouvoir bien faire de l'éolienne. On a du vent, on a le soleil, on a même l'hydrographie qui est très... Donc je crois qu'il faut pousser à ce niveau pour que les privés s'y intéressent, que nous ayons que EDC devienne par exemple un régulateur. Il y a déjà un régulateur. Que EDC devienne un régulateur dans la production. C'est-à-dire qu'on a EDC, on a des privés qui sont dans la production. Que des privés s'installent pour le transport. Bon, avec plus de privés, on pourrait répondre à la demande. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Le privé est un homme d'affaires purement et simplement, c'est 1 + 1 = 2. Il ne va pas subir les contraintes administratives, certaines contraintes politiques, certaines demandes et certains objectifs autres à atteindre que l'État, certaines commandes que l'État pourrait passer, parce que lui sera dans la vente classique. Ça, c'est d'un de deux. Il va mettre en compétition les sociétés d'État qui existent aujourd'hui, parce qu'ils auront déjà un concurrent. C'est-à-dire qu'on pourra avoir 2 compteurs chez nous, avec Socadel, qui a reçu de la Sonatrel et des EDC. Mais évidemment, le problème des réseaux ne se posera pas, tout le monde pourra faire le sien. Je vous dis, on a intérêt à aller vers ça, parce que la solution c'est ça. Et le gap sera tout de suite compensé. D'accord, merci. On découvre quand même, en tout cas, ce qu'on peut comprendre, c'est que Socadel ne vient rien ajouter en termes de production. On va toujours aller avec la capacité de production actuelle si les nouveaux barrages ne sont pas mis en œuvre ou alors les questions de transport ne sont pas réglées, parce que Nachtigal ne sert pas grand-chose aujourd'hui, malgré le lourd investissement qui a été consenti de ce côté. Ça commence à ressembler à quoi? À une mauvaise réponse à un problème sérieux, Angelo? Non, ce qu'il faut dire, c'est que au Cameroun, ceux qui gouvernent ne font que la politique. Je crois que quand cette décision de créer Socadel est une décision purement politicienne, il faut faire semblant, il faut faire plaisir. Et puis sur le plan psychologique, ça plaît les Camerounais, traumatisés par le nom Eneo. De dire que bon, c'est devenu national. C'est une société nationale. Mais quand on finit d'écouter ça, en écoutant M. Congo, qui fait la belle démonstration de l'importance du privé, pourquoi initialement on a privatisé? C'était pour apporter une certaine rigueur managériale. Parce qu'on sait que globalement, le problème qu'on a au Cameroun, c'est le problème de gouvernance. Quand une entreprise importante comme la Socadel, et que l'État a la capacité d'apporter tout ce qu'ils font, qui n'est pas toujours correct dans sa gouvernance, nous on a envie de pleurer en se disant, est-ce que ce secteur qui est, on l'a dit ici, un bouillon de culture, notre amateurisme
avec les contingences, le clientélisme, la manière de mal faire les choses, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que ce que nous vivons ne va pas aller de mal en pire? Parce qu'à la vérité, moi je suis manager des organisations, ce qui est important généralement avec le privé, c'est qu'ils vont vers l'efficacité. Et en allant vers l'efficacité, il y a davantage de rigueur. Même le personnel a peur, à la moindre, vous êtes licencié. Maintenant, quand vous entrez dans les affaires publiques et autres, et ici on parle on identifie certains secteurs, on dit non, il faut libéraliser pour que le privé entre, qu'on produise davantage. On a posé, le président a posé un problème qui était clair. Quel est le prix qu'on va pratiquer? Parce que ce que M. Kungu semble ignorer, c'est que l'électricité, ce n'est pas une marchandise comme cette eau qu'on produit et qu'on vient vendre dans les maisons. Il faut un réseau dans lequel il va se propager, il va circuler, il va être transporté. Et à côté de ça, quel que soit le nombre de producteurs qu'il faudra, qui vont injecter, c'est le même réseau dans lequel ils vont injecter l'énergie. Mais quand vous venez, vous voulez investir abondamment de milliards, vous allez injecter dans le réseau. Le rôle que Néo joue et que Socadel va jouer, c'est celui de distribuer. C'est lui qui récolte l'argent pour tout le secteur. Oui. Il paye les transporteurs, il paye les producteurs. Les nouveaux producteurs qui arrivent, ils sont payés comment? Ils sont rémunérés à quel taux? Angelo, oui. Je me permets de... Très rapidement, oui. C'est-à-dire que quand j'ai parlé de privatiser Oui. le secteur, de le libéraliser, c'est-à-dire qu'un privé s'amène, il construit son propre barrage, il met son propre réseau de transport, production, pas forcément le barrage. Oui. Il met lui-même son propre réseau de transport et son propre réseau de distribution. Il paye des impôts comme une entreprise. Non, c'est pas faisable. Vous n'aurez personne. Alors, c'est très bien faisable. Ce qui est faisable en matière, c'est ce qui est faisable, cadre réglementaire, c'est la base en matière d'électricité. S'il n'y a pas de cadre réglementaire. Alors, techniquement, Angelo, on a quand même des centrales photovoltaïques dans des villes, les chefs de l'arrondissement. Les solutions. Des unités pas très grandes. Si on veut aller dans les solutions qui sont simples, c'est d'aller vers ce que AER a appelé l'électrification rurale décentralisée. Ça veut dire que on arrive dans une localité, voilà. On ne vise plus les grands barrages, on vise la mini centrale électrique qui fait moins de 5 mégas et on produit pour qu'elle fournisse l'électricité dans une localité. Oui. Ou alors on fait avec le solaire ou toutes les autres formes d'énergie renouvelable, mais on les utilise dans des localités précises et l'État va toujours jouer le rôle d'interconnecter les réseaux. Parce que l'électricité, quand on produit, il est balancé dans le réseau. Si vous avez une localité qui a une faible demande et que dans cette localité, on a mis 5000 MW, il faudra que ça se perde. On va avancer. Je vais faire très simple. Je suis multimilliardaire, j'ai des partenaires, je ne sais pas, aux États-Unis ou que ce soit. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de la centrale à gaz qu'un ami voulait amener. Je veux faire dans le secteur de la production, du transport, de la vente de l'électricité. Je choisis le secteur, enfin, la qualité de l'électricité que je veux produire. Je peux faire du photovoltaïque, comme je peux faire de l'éolienne, comme je peux faire de l'hydro. Moi-même, j'installe mon propre projet. Je peux venir à Yaoundé. Je dis, bon, je vais faire 10 000 plaques photovoltaïques et je vais distribuer aux consommateurs. Le consommateur au quartier, je crée mon propre réseau de production et de transport. Le consommateur au quartier se retrouve à faire le choix entre je m'abonne à NEO pour l'électricité ou je m'abonne chez Kungu Entreprise. Un peu comme on fait aujourd'hui avec des plaques ou bien des réseaux. Non, c'est-à-dire que les plaques, non, on peut faire des champs, on peut faire. C'est un exemple. C'est un exemple. On va avancer parce que l'opérateur s'installe, il fait tout ça. Ce qu'on retient, fait son propre transport. Ce qu'on retient, qu'il est possible d'injecter également le privé dans cette affaire. D'ailleurs, le président a appelé les investisseurs. Pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas investir, ne serait-ce que sur le transport? Alors, comment vas-tu investir
en tant que dirigeant et bénéficier de tous les avantages. Et nous, on fait comment? Je ne comprends pas bien la question. Tout ce que vous racontez, à mon avis, n'aura jamais de bons résultats parce que les Noirs, nous n'avons aucun respect pour l'être humain. C'est pourquoi nos projets ne vont jamais loin. Surtout, nous, de l'Afrique centrale. Vous n'avez pas signé votre message. Bonsoir. Le modérateur pontif du journalisme dit aux défenseurs de Eneo qu'il n'y a pas que Dakar. Ça, le Song Loulou, qui a le Song Zoulou, le Song Loulou existe dans toutes les villes du Cameroun et les propriétaires de ces lignes anormales sont des agents de Eneo ou les sous-traitants. Maintenant que c'est devenu Socadel, c'est-à-dire Société Camerounaise, non, c'est pas ça le nom, c'est pas un délestage. Vous avez de l'électricité, vous allez mieux démystifier ces imposteurs, ces agents véreux. Hervé Innocent, depuis Guidigis, qui dit qu'il y a des sons loulous partout. Et on les connaît dans nos quartiers. D'ailleurs, il y en a qui sont abonnés. On a vu qu'il y a même une haute personnalité de la République qui a été inquiétée dans le cadre de cette affaire. Bonsoir. Le plateau, salut. Le changement de dénomination sociale d'une entreprise est-il un gage de la bonne marche de celle-ci? Je ne pense pas. De Sonel à Eneo, en passant par AES Sonel, les Camerounais ont-ils eu l'électricité en continu? Non. De SNEC à Kamwata, en passant par CDE, les Camerounais ont-ils pu bénéficier de la présence en continu de l'eau potable dans leur maison? Non encore. De Camer à Camerco, le Cameroun a-t-il une compagnie de transport aérien digne de ce nom? Non. Même si le pape Léon XIV a tenté de lui donner de la valeur en se rendant à Bamenda à bord d'un vol de cette compagnie, là où le président Paul Biya a échoué l'année dernière en se rendant à Maroua pour sa campagne électorale à bord d'un avion commandé à la présidence de Guinée équatoriale. Dans ce contexte, le slogan consommé camerounais s'adresse à qui? Qu'on prenne les Camerounais au sérieux pour une fois et qu'on arrête de montrer aux yeux du monde entier que dans notre pays, on va à l'école juste pour obtenir les diplômes, pas pour apprendre et à servir la société. C'est triste, c'est douloureux, c'est indigeste. C'est Benoît Titi depuis Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. On voit bien le plus 225. Bonsoir Jean-Jacques Zélapanté, y compris les panélistes à l'image de Arsenal FC que je regarderai tout à l'heure. Le message est passé. J'ai connu EDC, Sonel, AES et Neo pour que depuis hier l'on nous parle de Socadel. On change des noms pour quelle action en termes de bonne gouvernance? Comment feront-ils pour purger cette dette financière exponentielle et redonner un souffle énergétique avec des éléphants blancs? Ce triangle a besoin d'une révolution systémique pour atteindre plus tard des résultats en termes de développement. A-t-on oublié jeunes et femmes pour encore pêcher des... Bon, on ne dira pas des personnes âgées pour diriger ces entreprises? Massoc Thomas, merci. Bonsoir. Peu importe le nom et le responsable de la nouvelle structure, rien ne changera. EDC produit l'énergie, Sonatrach transporte et Neo ou Socadel est la boutique qui ne fait que vendre un produit qui n'existe que par intermittence. Dans cette affaire, c'est finalement peut-être EDC et Sonatrach ce qu'il faut fouetter. Voilà, dont le producteur et le transporteur, peut-être pas Eneo. Quelqu'un disait que Hubert était le défenseur de Eneo. Bonsoir, nous le bas peuple, on attend de voir le prix du kilowatt. Bonne émission Victor depuis Kribi. Victor dit que tout ce que vous racontez là, ça doit se ressentir sur le prix du kilowatt. Est-ce qu'on va prendre un dernier message? On voit bien que pas beaucoup parlent de nom qui semble être le seul changement dans le cas de cette affaire. Président Eric Ngegim, est-ce que c'est le modèle camerounais qui est problématique? Oui. Non, je pense que ce n'est pas le modèle camerounais, c'est le courage politique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas parler d'électricité sans mettre sur pied ce qu'on appelle le tarif de rachat obligatoire. Pourquoi le mot obligatoire, Jean-Jacques? Même si les tarifs d'électricité sont issus d'un décret présidentiel, fut-il ministériel, aucun investisseur ne viendra. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de garantie. Si demain le président n'est plus là, l'investisseur me dit, j'ai fait une centrale solaire qui a une durée de vie de 30 ans. Elle me produit l'électricité pendant 30 ans. J'amortis au bout de 10 ans. C'est-à-dire j'ai 20 ans de bénéfices. Maintenant, si le président signe mon décret en disant on achète le kilowatt ou le mégawatt à tel prix, si le président n'est plus là, il fait comment? Il faut renégocier. Le tarif de rachat obligatoire veut dire que c'est un tarif qui passe par l'Assemblée nationale, qui est légiféré par les députés, et c'est le seul tarif qui est garanti sur une durée très longue.
qui est égal à la durée de vie de l'investissement qu'on peut faire, le solaire, l'éolien, tout ce que vous voulez. Mais le Cameroun n'a pas ce tarif-là. Et tant que nous n'aurons pas un tarif de rachat obligatoire, j'insiste sur le mot obligatoire, parce que le Cameroun a des tarifs de rachat, mais de gré à gré. Aujourd'hui, quand vous faites une centrale solaire, vous allez négocier avec Arcel, qui est le régulateur. Il vous dit, je paye pendant 20 ans. Mais comme le truc a une durée de vie de 30 ans, les 10 ans que tu fais, on fait comment? Ça n'encourage personne. Tant qu'on n'aura pas évolué dans la réglementation, dans la loi en matière d'énergie, il serait difficile d'avoir des investisseurs, c'est-à-dire de compenser le gap, le déficit énergétique que nous avons. Et ça doit passer par l'Assemblée nationale. Le tarif de rachat obligatoire n'est pas le tarif de rachat. Ce n'est pas le gré à gré. C'est deux choses différentes. Et le Cameroun n'est pas un pays à part. Tous les pays qui ont atteint l'autosuffisance énergétique, Jean-Jacques, ont mis sur le tarif de rachat obligatoire. J'étais au Sénégal. Je fais partie de la commission. Le président Macky Sall a privatisé, annulé le Sénat pour faire une centrale solaire. Souvenez-vous, cette centrale solaire, moi j'étais dans la commission pour mettre le tarif de rachat obligatoire au Sénégal. C'est pour ça que tous les pays, le Maroc, c'est pareil. Il n'y a aucun pays qui a garanti le mix énergétique à sa population, comme le Cameroun, sans toutefois avoir une visibilité à long terme sur le tarif de rachat. Et ce n'est pas le président de la République qui décide, ce n'est pas le ministre. Ça passe par l'Assemblée parlementaire et on met dans des textes qui sont pour une durée de vie très longue, parce que c'est des projets qui ont une durée de vie entre 25 et 30 ans. D'accord. On a donc une capacité de production, si on en a très, très faible. Le Cameroun annonce de nouveaux chantiers de construction des barrages. Quoi qu'il y a Kikot, il doit avoir Mirni, un truc comme ça, Birni. Alors que ceux des barrages qui sont là ne produisent pas grand-chose. La capacité de production est faible par rapport aux capacités qui sont annoncées. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord se concentrer à rendre la production optimale au niveau de ces barrages avant de se lancer sur les nouveaux chantiers? Je vais vous toucher du doigt la question de la gouvernance des entreprises publiques au Cameroun. Et à l'épreuve des faits, même quand vous êtes gentil avec nos dirigeants, vous êtes bien obligé d'admettre que ça n'a pas été brillant. Maintenant, les privatisations qui nous ont été imposées dans un contexte, comme je le rappelais, ont permis quand même de sauvegarder un certain nombre d'acquis, parce que aujourd'hui, Eneo ou AES ou la Sonel de l'époque ont laissé un patrimoine. Et c'est des actifs d'une certaine valeur. Pour autant que je me souvienne, le désengagement de AES en 2014 au profit d'Actis coûtait à Actis, qui reprenait les parts d'AES, c'était 110 milliards de francs CFA. Sur le dos du Cameroun, sachant que c'est toujours l'État du Cameroun qui est le propriétaire du secteur de l'électricité, que c'était qu'une concession. Maintenant, en se désengageant, ou plutôt en décidant de partir en 2025, l'État a négocié avec le Britannique Actis un paiement de 78 milliards. Ça suppose que chacune de ces participations-là a pu être rémunérée, quand vous savez comment le capital fonctionne. Donc il faut espérer que l'État du Cameroun, dans un sursaut que j'espère nouveau, va faire preuve d'orthodoxie. Et c'est pour ça que j'ai dit, le premier signal que je préfère mettre à leur actif, dans l'espoir que cette courbe-là soit maintenue, c'est d'avoir décidé de faire confiance à des hommes de la maison. Vous avez annoncé tout à l'heure que le conseil d'administration inaugural qui s'est tenu aujourd'hui à Yaoundé a porté à la tête des NEO des anciens de la maison, le directeur général M. Oumarou Mandjoda et son adjoint M. Basile Ekobena. C'était anciennement des directeurs assez importants dans cette entreprise-là, qui certainement ont une bonne expérience managériale de la question. Et maintenant, la facilité qui va leur être faite, c'est celle que indiquait, ou plutôt c'est celle que touchait du doigt M. Kongo tout à l'heure, la collaboration qui pouvait être quelque peu antagoniste entre un acteur privé d'importance comme le management qui
présidait à Eneo, notamment qui rendait d'abord compte à l'actionnaire qui était Actis, avant que de voir avec l'État du Cameroun qui était l'actionnaire minoritaire, les petits conflits qui pouvaient exister dans notamment des questions aussi importantes que, ok, vous aujourd'hui, l'État du Cameroun, vous revendiquez à Eneo une certaine ardoise en termes d'impôts, et Eneo de l'autre côté, vous revendique des créances qui correspondent à vos consommations d'énergie que vous ne réglez pas. Et c'est légion, hein, que quand vous prenez les télécommunications, vous prenez même l'eau, la plupart des entreprises qui produisent des biens de consommation qui sont vendus aux citoyens butent devant les administrations qui, elles, consomment ces produits-là, souvent dans des volumes importants, du fait de la négligence, parce que vous verrez bien que un fonctionnaire chez lui à la maison prend la peine de s'assurer que sa consommation d'énergie est raisonnable, mais à son bureau, il peut se permettre de ne pas avoir les mêmes égards parce que c'est pas lui qui paie. Donc ça fait que quelque part, Eneo avait du mal à suivre en termes de, moi j'ai vendu, on m'a pas payé, moi j'ai des charges tierces que je peux pas honorer, et ce circuit-là devenait quelque peu vicié. Ça fait donc que moi je veux croire, et quand nous posons, je veux croire quand nous posons des actes pour l'avenir de notre pays, que cette renationalisation, comme vous l'avez appelé, a le mérite de ramener déjà la souveraineté énergétique sur ce secteur-là de la part de l'État du Cameroun. Et maintenant, pour une vision qui est celle de l'industrialisation, notamment la stratégie nationale de développement pour 2030, pour 2035 et au-delà, qui concentre des efforts sur la question de l'industrialisation. Qui dit industrialisation dit aussi besoin énergétique accru. Je veux croire, et il faut leur donner la chance d'y parvenir, que ce nouveau top management et cette nouvelle société fera mieux que ce qui a pu exister par le passé. D'autant plus, si vous permettez que je chute par là, monsieur c'est que il y avait quand même, avec la configuration passée là, une double contrainte pour rémunérer à la fois le capital d'Actis et assurer un service de qualité aux populations camerounaises, et rémunérer aussi les charges de la concession de l'État. Maintenant qu'on s'est départi au moins de la charge de rémunérer un partenaire extérieur, les capitaux qui peuvent être maintenant générés, parce que de toutes les manières, ce secteur-là, c'est un secteur rentable. L'énergie, si vous la payez seulement ici à Info TV, vous la payez, ça veut dire que vous êtes des consommateurs et vous en avez besoin au quotidien. Donc l'orthodoxie prévale dans la gestion qu'ils feront de la Socadel, et je pense que ça devrait aller dans l'avenir. Hubert Volo pense que le premier changement, c'est sur les gens qui ont été nommés. Ça, c'est fondamental, il n'y a plus rien à faire. Ils sont en haut. Leur famille également commence déjà à chanter, ça va se fêter grandement. Mais le schéma, le décor de l'énergie électrique, vous avez des barrages comme Sondolo qui produisent la moitié, qui ne reçoivent pas l'eau nécessaire en période de saison sèche. Le Cameroun a investi que sur un barrage de retenue d'eau, Lompangar jusqu'à présent. Les besoins, même à ce niveau-là, se situent et conviennent avec un vendeur. Au lieu de renforcer la production, c'est un peu à l'envers. Jean-Jacques, votre question tombe à point nommé, parce que là je parcourais le décret. Oui. Donc, je suis là sur le chapitre de l'objet social, notamment les missions. La première mission, c'est, on dit, la Socadel a pour mission la réalisation au Cameroun et à l'étranger, premier tiret, de toute activité ayant trait, directement ou indirectement, à la production, à la distribution, à l'importation, à l'exportation, à l'achat, à la vente et à l'utilisation de l'énergie électrique. Ça devient un peu compliqué, parce qu'on a mis production en même temps.
Que devient donc? Ce n'est que le transport qui n'est pas évoqué dans... Que devient le producteur? Tout à fait. Que devient le C'est transformateur? qui d'abord le producteur? C'est C'est EDC? Enfin, Congo... Je crois que les missions de EDC ont été arrondies. Voilà. Après l'Ompanga, on ne savait pas quoi faire. Que devient le transporteur? Tout à fait. Oui. Société nationale de transport électrique au Cameroun, en Je abrégé rappelle que les 2 DG sont membres du conseil d'administration. Sonatrel. Les 2 DG Voilà. de Sonatrel et EDC sont membres du conseil Est-ce qu'on d'administration. on va déshabiller ces deux structures? Parce C'est-à-dire qu'on est qu'il y revenu aura- à la ou alors les mains, relation d'ensemble. elles vont exister parallèlement, parce que plus loin, dans une autre émission, Si on comprend bien, on a l'impression qu'on revient à la Sonel, là, un peu Tout à fait. modèle Sonel. voilà, une autre mission, on dit participer dans les sociétés existantes ou de création de sociétés nouvelles. L'objet de la société, son extension ou son développement. C'est-à-dire que Socadel peut créer une nouvelle société en fonction de ses missions. Ou bien on peut aider à créer une Ou alors on peut aider à créer. en faisant Ou alors on peut s'immiscer dans le fonctionnement Des des sociétés sociétés actuelles. existantes. Oui. Moi, je lis le texte des juristes, vont davantage c'est le texte, le décret, ça a été signé. Donc voilà la nouvelle chose que j'ajoute. Ce n'est pas très clair dans tous les cas. Ce sont les problèmes qui commencent là. Parce qu'il y a un directeur général de la Sonatrel qui a été nommé par décret du chef de l'État. Dont la mission Il est membre du conseil d'administration. dont la mission est de transporter Socadel. l'énergie. Qu'est-ce qu'on fera? Donc je crois que si la bonne nouvelle c'est que Eneo est parti, laissant place à la Socadel. J'ai vu des images récemment où les agents d'Eneo se faisaient huer. Mais ce qu'il faut également dire, c'est que Socadel hérite de tout ce que Eneo avait. Donc même le personnel dont on se moquait là, il ne va pas changer, on ne va pas les envoyer au quartier. Pas du tout. Voilà, donc leurs mauvaises habitudes vont certainement rester. Donc c'est un problème de fond qu'il faut davantage, à mon sens, Angelo, les Camerounais là-dessus pour essayer d'apaiser. Mais sinon, moi je vois d'autres problèmes qui vont jaillir. Angelo, le manager des entreprises, quand on lit un peu les missions de Socadel et qu'on se rend compte que le DG de EDC est membre du conseil d'administration, le DG de Sonatrel est membre du conseil d'administration. Quand on est dans un conseil d'administration, c'est qu'on est un peu le surveillant, on est celui qui donne les orientations. Est-ce qu'on est petit, est-ce qu'on est grand lorsqu'on est dans ce conseil d'administration? Sans tout couper, Jean-Jacques, tu l'as aussi le conseil d'administration. Voilà. En fait, on est au Cameroun. Ah bien d'accord, il fallait bien commencer par là. Et c'est que ce régime a su faire, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous plongez la réflexion, de vous rendre compte que tout est lié. C'est comme si les choses sont attachées sous forme de paquets. Comme les élections. Et on va en parler tout à l'heure. Ça fait un paquet difficile à déchiffrer. Et la gouvernance, ceux qui dirigent ont besoin à tout moment de pouvoir contrôler le secteur. On peut actionner tous les leviers, on peut vous mettre en concurrence, on peut vous mettre en difficulté. Et c'est ce qui rend le système pesant très difficile à manœuvrer. Moi, je crois que quand on rentre depuis AES, il a toujours existé dans le passif, dans l'actif de cette société de distribution qui était AES et Neo, 3 barrages. Il y a eu le barrage de DA, il y a le barrage de Sorloulou et de Lacdo, qui étaient les propriétés toujours de Neo. N'oublions pas. Et Neo était dans la production de l'électricité, avec les centrales thermiques. Puisqu'il y a eu un programme thermique d'urgence qui avait été lancé par EDC, mais initialement c'était Eneo qui disait. Donc, je crois que le secteur n'a pas toujours été suffisamment clair. Et aujourd'hui, ce qu'on peut espérer, c'est que l'objectif n'est plus le contrôle politique ou de la gouvernance ou la manipulation, mais l'efficacité derrière. Et l'efficacité là ira toujours dans le sens d'accroître la production. Ce week-end-ci, dans le MBAM et dans la Lekie, il y a des communiqués du ministère de l'Environnement qui appelait à des rencontres parce qu'il y a des études d'impact environnemental sur le projet Kikot qui va concerner les bottes macaques,
on est à Bokito ici, on est à Monatélé. C'est un projet qui va aller à 500 MW. C'est des bons projets. C'est là où l'État doit le maximum mettre des énergies et veiller à ce que la gouvernance, la manière de faire change. Parce que on peut faire des reproches au niveau de la production, au niveau du transport, mais au niveau de l'entretien même des réseaux également. Il faut le faire parce que Eneo, hier, Socadel, aujourd'hui, il y a souvent eu, je prends une ville comme Bafia, il y a des coupures qui font 1 ou 2 semaines. Mais quand vous interrogez, qu'est-ce qui se passe? On vous dit que sûrement, comme le réseau sort de Kikop là-bas, ça traverse tout Bokito là, comme le réseau est suffisamment long, 100 quelque chose de kilomètres, il y a eu un défaut. C'est la recherche des défauts qu'on n'a pas pu faire. Et la négligence et autres. Les gens sont restés dans le noir pendant 1, 2 semaines, 3 semaines. Peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment élagué, il y a eu un court-circuit qui a été défectueux. Parfois, c'est aussi à ce niveau qu'on peut interpeller Eneo, qui est en charge de la distribution. Parce que, oui, il y a souvent un déficit de la production. Il y a des lignes qui ont été, des lignes de transport qui sont nécessaires, qui sont en cours. Mais Eneo doit aussi, et c'est une interpellation qu'on fait à l'endroit des nouveaux DG, d'améliorer leur qualité de service en veillant à la continuité en ce qui le concerne. Parce que la recherche des défauts à Eneo aujourd'hui est encore extrêmement archaïque. Je crois qu'à ce niveau, il y a quelque chose à faire. Il y a donc beaucoup de choses à faire. La Socadel est créée, elle va se mettre au travail dans les segments qui ont été définis par le décret. On espère qu'on aura des bons résultats. Dans les pays d'Afrique francophone, Jean-Jacques, généralement, c'est la commercialisation qu'on privatise, pas l'investissement des infrastructures qui appartiennent à l'État. Les investissements des barrages hydroélectriques, c'est lourd et cela s'amortit sur les décennies. C'est aussi de la souveraineté de l'État qu'il s'agit. Dites aux panélistes en blanc qui n'aura jamais l'accord de l'État du Cameroun pour créer son propre réseau. C'est Armand depuis PK18, Massok Thomas qui revient. Je suis à moins de 30 km du barrage de Son Loulou pour un mieux-être énergétique. Malheureusement, ce barrage commence à se fissurer. Imaginez que demain, il s'ouvre. Nous vivons, on parlait de maintenance tout à l'heure, nous vivons une inondation à nul autre pareil. Autre déception, la consommation d'énergie se fait à l'image des urines de Cancrela, si bien que nous autres avons décidé de nous connecter à l'énergie solaire, mais à un coût qui coûte la peau des fesses. Massok Thomas, merci pour cette contribution. D'ailleurs, le maire de Son Loulou se plaint souvent de ne pas avoir l'électricité alors qu'on produit l'électricité là-bas de son côté. On va prendre une première respiration avec un verre d'eau et puis on parle derrière d'un deuxième décret, celui prorogeant les mandats des conseillers municipaux. On recevra également dans la foulée notre partenaire Plante de Vie. Sous le haut patronage de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, marraine nationale de l'opération MIGF 2035, vivait la cérémonie de dédicace du livre Clic présidentiel et accès TIC. L'exemple vient du Cameroun de l'auteur Armand Claude Abanda, ce mercredi 6 mai 2026 au Centre d'excellence technologique Paul Biya, IAI Cameroun à 11h. Clic présidentiel et accès TIC est préfacé par son Excellence Samuel Vondo Ayolo, ministre, directeur du cabinet civil. Postface, son Excellence M. Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Un préambule de Madame le professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille. Un livre, une rencontre, une dédicace et l'histoire continue. Avec Canal+, ne soyez pas hors jeu. Jusqu'au 31 mai, réabonnez-vous à votre formule habituelle et ajoutez 2000 francs de plus pour profiter de toutes les chaînes et de l'option DSTV English Plus pendant 30 jours. Vous voulez le faire par Mobile Money? C'est simple. Dans le menu Canal+ de votre opérateur, sélectionnez Changer d'offre et validez bien votre formule habituelle. Choisissez ensuite l'option Promo du moment à 2000 francs dans le menu des options et validez. Et voilà, vous êtes réabonné. Offre également disponible pour tout réabonnement en point de vente. Pour plus d'infos, appelez le 85 56. Sous le haut patronage de Madame Chantal Biya,
première dame du Cameroun, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, marraine nationale de l'opération MIGF 2035, vivait la cérémonie de dédicace du livre Clic présidentiel et accès TIC. L'exemple vient du Cameroun de l'auteur Armand Claude Abanda, ce mercredi 6 mai 2026 au Centre d'excellence technologique Paul Biya, IAI Cameroun à 11h. Clic présidentiel et accès TIC est préfacé par son Excellence Samuel Vondo Ayolo, ministre, directeur du cabinet civil. Postface, son Excellence M. Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Un préambule de Madame le professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille. Un livre, une rencontre, une dédicace et l'histoire continue. Et un rendez-vous important ce soir à 21h35. Info TV vous invite à regarder un documentaire spécial sur les réalisations de la Société immobilière du Cameroun, la SIC. Notez bien le rendez-vous, 21h35 sur Info TV ce 5 mai. Que fait la SIC au quotidien? Quelles sont les réalisations de la Société immobilière du Cameroun? Rendez-vous à ne pas manquer du tout. La Socadel va nous faire vivre une continuité, sauf qu'elle risque de faire un nouveau prisonnier pour détournement des fonds publics. Bienvenue, monsieur le directeur, et bonne chance, Franck de Bokito, qui semble indiquer que c'est une patate chaude qu'on vient de donner à un compatriote. Bonsoir, Jean-Jacques Zé. Entre 2014 et 2023, le Cameroun s'est endetté pour près de 3500 milliards pour booster le secteur de l'énergie, qui est le premier facteur de production. Question, qu'a-t-on fait de tous ces emprunts? C'est Abo qui envoie ces messages. On les lit parce qu'on ne referme pas aujourd'hui le débat sur la production et sur le rôle de la Socadel. On fera une série. Toute cette semaine, on abordera les questions liées à la production d'énergie et électrique. Plante de vie est là. Les Makouma, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, merci encore de l'amitié que tu me fais cet après-midi en invitant ce magnifique panel pour parler de santé pour des personnes qui sont victimes de MST, IST et bien d'autres maladies au quotidien. On parle de quoi aujourd'hui? Nous parlons de santé de manière générale et comme j'aime toujours parler de chlamydia parce que nous tous nous avons en nous les germes de chlamydia. On parle donc de chlamydia quand le taux il est élevé ou bien quand on commence à ressentir certains symptômes, à savoir les démangeaisons sur le corps, les fourmillements du corps, les bourdonnements des oreilles et parfois même les problèmes de fatigue générale et même parfois la chaleur dans la plante des pieds, et les saignements en abondance chez la femme et parfois même ça entraîne les troubles du cycle, c'est-à-dire qu'elle peut saigner 2 à 3 fois en un mois et parfois même elle peut se refaire 2, 3, 4 mois sans saignement. Alors là, nous avons mis le produit King Fimic 24, la solution sur le marché pour pouvoir aider ces personnes qui sont victimes de chlamydia pas soignées et mal soignées ou pas soignées. Alors le produit King Fimic 24, la solution, vient vous apporter donc des solutions sur les problèmes liés au chlamydia. Il faudrait préciser cela que le produit King Fimic 24, la solution, a pour rôle majeur de traiter les problèmes de santé de reproduction. Ça veut dire que les couples qui ont les problèmes d'enfantement, les femmes qui n'arrivent pas à concevoir ou à procréer, chères dames, vous venez du côté de chez Plante de Vie pour avoir la santé reproductive. Vous, parfois, vous tombez enceinte et que vous avez des fausses couches, venez à Plante de Vie avec le produit King Fimic 24, la solution, chères dames, vous aurez désormais la solution. Et aussi les messieurs, parce que dans plusieurs couples, le monsieur pense toujours que non, c'est la femme qui a le problème. Or, parfois, lui-même, il peut être le problème parce que son chlamydia il est élevé. Et une fois que ton chlamydia est élevé, pour que tu puisses enceinter une femme, les chances sont minimes. Parce que le chlamydia, il va détruire la qualité des spermatozoïdes et parfois même il détruit la quantité des spermatozoïdes. C'est pourquoi quand vous allez constater, quand vous avez l'éjaculation, soit le sperme il est trop faible, il est très peu, parfois même il est absent. Du fait que les germes et les bactéries détruisent la qualité ou la quantité du sperme et même la qualité des spermatozoïdes. Jean-Jacques, il faudrait préciser qu'on n'a pas que le King Fimic du côté de Plante de Vie, nous avons aussi les produits tels que le Rhumatox qui concerne les personnes qui sont victimes de rhumatisme, des nerfs sciatiques et même de la goutte et aussi
de l'arthrose. Pour ces personnes-là qui ont des douleurs au quotidien, le produit Rhumatox vient dans un premier temps renforcer le système immunitaire et renforcer le cartilage pour ces personnes-là qui n'arrivent pas à se déplacer au quotidien, et même des personnes qui sont en surpoids et que les os n'arrivent pas à supporter la masse corporelle. Le produit Rhumatox vient résoudre ces différents problèmes. Et même nos grands-parents qui ont les difficultés à se tenir debout, ou bien même à se lever une fois qu'elles sont assises, le produit Rhumatox vient régler ces différents problèmes-là. Et aussi à côté, nous avons le produit OpenSex, ce produit qui permet d'augmenter l'appareil génital de manière naturelle et sans effet secondaire, qui est toujours disponible du côté de chez Plante de Vie. Nous avons 3 formats. Il y a le grand format, il y a le moyen format et il y a le petit format. Voilà, nous sommes à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Nous sommes aussi à Aquanor, ancien hôtel Madiba, et nous sommes aussi à Yaoundé, au quartier Nkondongo, Carrefour Iptec, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Merci beaucoup, Lema Kouma, d'être passé par ici. À très bientôt avec d'autres produits et d'autres conseils. Un décret du chef de l'État a donc acté la prorogation des mandats des conseillers municipaux jusqu'au 28 février 2027. Angelo Poueli, si on n'est pas surpris, parce qu'on s'attendait quand même à ce qui est cette prorogation, on est par février 2027 pratiquement. Les actuels conseillers municipaux et par conséquent les maires, ça va faire un mandat de 7 ans pratiquement. J'aime bien dire que nous sommes au Cameroun. Et au Cameroun, nous avons ce que nous c'est eux qui maîtrisent le calendrier. Selon leur volonté, leur bon vouloir, et en fonction des stratégies ou des plans qu'ils sont en train d'orchestrer, ils organisent comme ils veulent. Et la seule chose qu'on peut dire, c'est le décrier. Mais on sait que nous sommes dans le champ politique, où le rapport de force est toujours celui-là. Ceux qui ont le pouvoir veulent le conserver et manœuvrent à leur guise. Ce que moi je veux dire par rapport à cette prolongation, c'est que c'est une opportunité quand même. Pour qui? C'est une opportunité pour des acteurs politiques de l'opposition de faire, contre mauvaise fortune, bon cœur, prendre le temps de la préparation, prendre le temps des rencontres, des mutualisations des forces, des causeries. Parce que l'enjeu, il est celui-là. Il est 2032. La prochaine République. Oui, vous avez suivi récemment, il y a eu le congrès, on a créé un poste de vice-président, on attend la nomination de ce vice-président. Avec ou sans vice-président, il y aura élection en 2032. En 2032. Oui. La vérité, c'est qu'ils vont nommer un vice-président. Je crois qu'ils sont un peu gênés quant au profil de celui qui sera nommé. Mais ce que nous, de l'opposition, ceux de l'opposition globalement, devraient être en train de faire, c'est de prendre ce temps pour mieux se préparer et éviter les échecs d'hier, les causes des échecs d'hier, aller en rang dispersé. Parce qu'à la vérité, l'enjeu immédiat est d'être capable d'aller à l'Assemblée nationale, comme dans les années 90, être majoritaire. En étant majoritaire, on aura la force d'avoir le contrôle du pouvoir législatif et ne plus abandonner les 3 pouvoirs à un seul camp qui nous manœuvre à leur guise. Je crois que voyons ça comme une opportunité de s'organiser davantage humblement pour travailler pour ces grands enjeux qui arrivent. Parce qu'avec le régime qui est là, tout ce qu'on a comme causerie là, le dénominateur commun est la gouvernance. La gouvernance ne sera jamais à niveau tant que monsieur le président Paul Biya, qui cristallise tout, reste en poste. Il y aura toujours le clientélisme, il y aura toujours ce trafic d'influence, il y aura toujours cette peur de vouloir danser plus rapidement que la musique, parce que vous avez des moments où vous avez un pas qui était au Non, il faut laisser ça. Mais si on se retrouve avec des gens qui ont peur de prendre des initiatives, parce qu'ils se disent que s'ils prennent trop d'initiatives, s'ils osent travailler différemment, on peut les attribuer certaines ambitions. Je crois que c'est ce qui freine.
Le régime, il est là. Rien ne va changer. D'accord. Mais préparons la suite. D'accord. Et c'est l'occasion qu'on nous donne à travers cette prorogation. Angelo dit que le calendrier appartient à ceux qui gèrent, qui décident de le déployer en fonction de leur humeur, leur volonté, leur plan stratégique, mais que derrière cela, on peut prendre ce régime-là à contre-pied avec une meilleure organisation du côté de l'opposition. Si on en a l'OMP, comment est-ce que l'OMP regarde ce calendrier électoral et cette prorogation nouvelle? C'est la confiscation du pouvoir souverain par l'exécutif. C'est un peu à regret que nous le disons, parce que dans un pays comme le Cameroun, les règles établissent, ou plutôt, je dirais, proclament 3 pouvoirs. Constitutionnellement, nous avons le pouvoir de l'exécutif. C'est lui qui fait les lois législatives, et nous avons le pouvoir judiciaire. C'est le lieu pour moi de regretter que, pour ce qui nous concerne, la justice que nous croyions libre au Cameroun ne l'est véritablement pas. Vous voulez parler du cas Onana Taylor devant la justice? Oui, parce que par exemple, quand vous saisissez le juge le 15 avril pour une ordonnance qu'il doit rendre le 17 avril et qu'il ne l'a toujours pas rendu le 5 mai, il n'y a pas lieu de croire que cette justice-là est libre. Et c'est pour ça qu'on fait un mauvais procès à ceux qui n'y croient pas beaucoup et qui vont saisir les instances internationales, parce que, comme je vous le disais la dernière fois, nous ne vivons pas en vase clos, et le monde il est organisé tel que là où vous n'obtenez pas gain de cause, vous pouvez accessoirement solliciter la justice en subsidiarité. Mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. La prorogation du mandat des conseillers municipaux est un peu était attendue, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Elle est dans le sillage de celle des députés, et l'ensemble participe d'une volonté du pouvoir en place en raison de sa position dominante de maîtriser l'ensemble du calendrier électoral, de s'assurer peut-être, comme le disait M. Toueli tout à l'heure, de ce que lui sera prêt, autant que l'opposition elle-même peut ambitionner de l'être le moment venu. C'est aussi la preuve qu'il n'y a pas beaucoup de sérénité dans ce pouvoir-là qui mise sur la dilution de ce qui peut être la rancune du peuple dans sa gouvernance là, dans le temps. Parce qu'on se dit certainement qu'avec le temps, on va peut-être pouvoir apaiser. Mais j'ai envie de croire, je suis plutôt dans de bonnes dispositions aujourd'hui, monsieur, j'ai envie de croire que ce temps-là peut leur donner l'opportunité de s'amender, hein, parce qu'effectivement, voyez-vous, la nature humaine est telle que même quand pendant longtemps vous avez échoué, si vous finissez par... Parce que je peux croire qu'on a échoué peut-être parce qu'on se trompait, mais si vous finissez par vous raviser et de prendre une trajectoire beaucoup plus correcte et attendue par ce peuple-là, vous effacez comme par coup de bâton magique tout comment dire ça, la rancœur ou la colère qui pouvait exister. Donc moi, je leur fais le crédit là de ce que les réformes, même timides, qui sont attendues par les populations, soient résolument engagées, au moins pour le terme qu'ils se fixent. Angelo parlait tout à l'heure non, c'est peut-être vous-même, chez eux, qui disiez que certainement il y aura tout au moins une élection en 2032, une élection majeure, parce que tel que le système camerounais fonctionne, on ne changera peut-être pas grand-chose dans l'immédiat avec le législatif ou le judiciaire qui semble ne pas être libre, mais en changeant de président, on peut avoir peut-être l'opportunité d'avoir des réformes beaucoup plus efficaces, et il faut donc se battre pour y arriver. D'accord. J'aime bien ton message, Norbert Olivier Baudet, monsieur le règne continental. Le pouvoir de Yaoundé nous sert désormais les mandats accordéons
aux députés et conseillers municipaux, mandat à accordéon. On s'accorde sur cette expression-là. Merci Norbert Olivier. Hubert Volo, cette prorogation, est-ce qu'elle peut être profitable pour l'opposition? Vous savez, les décisions politiques sont profitables dans certains cas et non profitables dans certains autres cas. Pour certains, et non profitables pour d'autres. Dans le cas d'espèce, si vous allez au RDPC, vous allez vous rendre compte effectivement que cette prorogation fait des gorges chaudes. Ouais. Totalement, hein. Parce qu'il y a des candidatures déclarées au RDPC. Alors, il y en a qui ont engagé des investissements, même qui ont déjà fait toutes les pièces nécessaires, qui ont une durée de vie de 3 mois. Il faut tout recommencer à zéro. Je vous assure. Ça fait beaucoup d'argent quand même. J'aime toujours parler de moi là-bas, à côté de notre candidature qui nous sauve de rien, puisque c'est nous qui avons l'investiture. Le CAC? Oui, d'accord. Nous qui avons le parti. Moi, je suis membre du bureau politique du CAC, cofondateur. Donc, là, ce n'est pas un problème. Mais je suis également ce qui se passe en face. Sur nos adversaires du RDPC, il y a au moins 4 candidatures déclarées, avec une guerre ouverte. Et je lisais ce qui sont... Mais là, c'est avantage au maire en poste. Hein. Bon, je ne sais pas, je présente... Qui a identifié les adversaires. Et je lisais une querelle entre eux tout à l'heure dans un forum que nous partageons, où l'un qui est aux affaires intriguait les autres que vous qui avez déclaré votre candidature là. J'espère que les promesses que vous avez faites à X, Y, ou alors vous allez devoir encore vous préparer. Donc ça fait des problèmes même à l'intérieur. C'est en fait la démonstration que je fais. À notre niveau, forcément, ça peut faire tanguer un peu, mais ça nous permet toujours de continuer à mieux nous préparer. Maintenant, après, on s'y attendait. Mais lorsqu'on va à une compétition, si on s'entend que l'élection c'est une compétition, on se prépare et on prend tout en compte. Bien sûr. La durée de la course, le moment de cette course, même la saison compte. Si c'est en saison de pluie, en saison sèche, tout cela est mobilisé. Et que du jour au lendemain, tout change. J'ai envie de vous assurer qu'avec le RDPC, nous sortons progressivement de la période des pleurs. Vous savez, on est conscient de ce que l'adversité est coriace, qu'il est prêt à toutes les manœuvres. Et s'il faut vous rappeler que dans la modification constitutionnelle, ça en est suivi celle du code électoral. Et que dans ce code électoral, l'article 70, alinéa 2, stipule clairement que le président de la République peut proroger le mandat des conseillers municipaux en cas de nécessité. Oui. J'aborde donc pour dire qu'on n'est pas sûr, puisque la loi lui permet de repousser la date du 28 février. Et même de pouvoir organiser avant, parce que lorsqu'on a pris le décret d'hier... Et quand vous lisez bien, il y a bien une subtilité. Il dit que, mais l'article 170 alinéa 2 dit qu'en cas de nécessité, donc, il peut proroger une prorogation, à l'infini d'ailleurs. Donc rien n'est garanti, mais on s'y attendait. Est-ce qu'il y a lieu de pleurnicher ici? Moi, je ne pleurniche pas. Je comprends que le RDPC est dans une logique où il faut, autant que faire se peut, éloigner, éviter une élection. C'est pour ça que la disposition, par exemple, de la vice-présidence fait beaucoup parler. Ils ont réfléchi. Comment peut-on devenir président sans passer par une élection? Ils ont trouvé qu'en nommant un vice-président qui pourra prêter serment après la vacance du président élu, et il va gérer le pays. Ils ont trouvé la formule. Comment peut-on éviter que les conseillers municipaux et les maires qui ne sont forcément plus très acceptés dans un contexte où l'opposition est davantage assise et le peuple lui-même exacerbé, que ce soit au parti au pouvoir ou en face? Comment fait-on pour préserver le pouvoir? On dit faisons sauter un certain nombre de verrous et avec ce petit levier-là, donnons les mandats par exemple infinis ou encore des prorogations infinies au président de la République. Nous sommes conscients, on continue seulement à se préparer et c'est l'occasion pour moi justement de dire aux forces politiques de l'opposition, vraiment, essayons de nous mettre ensemble, complétons-nous. Faites mauvaise fortune, bon cœur, complétons-nous. Oui. On connaît les problèmes que nous avons au niveau de l'opposition. Le premier problème est financier. Parce que vous allez voir que la plupart des acteurs de l'opposition ne mangent pas dans la caisse de l'État. Et on vous empêche d'ailleurs de manger. Mais puisque nous devons y aller, comment faire pour mettre les moyens ensemble? La plupart des acteurs de l'opposition ont un problème de ressources humaines. Pas parce que les gens ne veulent pas s'engager, mais parce que les gens ont peur de s'engager. Quand tu t'engages, on te coupe là où tu manges. Les fréquentations deviennent compliquées. Tu deviens radioactif.
Alors on dit que je suis radioactif, Jean-Jacques. C'est-à-dire que quelqu'un marche avec moi, ils sont très peu qui assument l'amitié avec moi. Ouais. Et ce n'est pas moi, je ne suis pas le plus dangereux. Il y en a qui sont plus dangereux que moi, qu'on exclut. Hein? Ils sont là, comme Ferdinand, comme ça, qui accepte de m'appeler un petit frère. Mais il y en a qui disent que je suis têtu, que je suis même rebelle. On prend donc l'argent face à ça. C'est pour ça qu'il faut se mettre ensemble D'accord. Trouver. Je reviens à Franck de Bokito pour la deuxième thématique, sauf que parmi ces conseillers municipaux, il y a des têtes et des faces que le peuple ne veut plus voir. Celles-ci se contentent de se gaver de l'argent du contribuable et ne font rien pour le bien-être des populations qui les ont votées. Néanmoins, la politique n'est pas le voir bébé. Les coups les plus durs sont permis et le RDPC est un genou sans pardon. Et Paul Biya est un grand entraîneur. Franck de Bokito, lorsqu'on écoute les uns les autres sur ce plateau, Ferdinand Koungou, semble dire que c'est votre parti qui manipule le calendrier électoral à sa guise et met en difficulté les adversaires et va décider en son temps de l'opportunité de tenir des élections ou pas. Donc vous tenez tout. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a une prorogation du mandat des conseillers municipaux? Donc ça devient donc une règle. Les élections locales comme celle-là obéissent à plusieurs contraintes. Les premières peuvent même être financières parce que ça coûte énormément cher. Ça coûte plus cher qu'une présidentielle. Surtout si c'est un double scrutin. Ça, c'est de deux. Il a dit tantôt que cette prorogation, même à l'intérieur du RDPC, et c'est ça le côté excitant d'une élection locale. Parce que l'adversité n'est pas seulement dans les face-à-face. Les plus grandes adversités, c'est parfois en interne. Surtout dans un parti comme le nôtre qui tient le pouvoir et qui contrôle les majorités. Ça veut dire que cette prorogation est une prorogation purement institutionnelle et légale pour trouver le meilleur moment pour pouvoir tenir une élection qui coûte cher vu les contraintes financières qui peuvent engager une telle élection et la conjoncture actuelle. Ça, c'est dingue. Parce que dire que c'est le RDPC qui manipule l'agenda, alors que en interne au RDPC, certains avaient déjà affûté leurs armes et ils peuvent ne pas être contents de cette prorogation parce que peut-être ça va leur permettre de se réinventer pour réinventer la stratégie. On est là dans un procès d'intention. Les maires en poste sont déjà identifiés. On est là dans un procès d'intention qui n'a pas sa place. Cette prorogation, elle a plus été pensée pour arrimer le calendrier à certaines contraintes et à certains paramètres. Parce qu'en interne au RDPC, beaucoup s'étaient déjà préparés à aller aux élections le plus tôt possible. Les manœuvres étaient même déjà lancées. Parce que, comme j'ai dit tantôt, la plus grande adversité pour un parti comme le nôtre qui contrôle les majorités, c'est en interne. D'accord. Où certains d'ailleurs peuvent, avant de poser votre question, où beaucoup en interne peuvent perdre leur mandat rien qu'avec les manœuvres à l'interne du parti. Dites-vous bien que si on dit au parti, au RDPC qu'on va faire par exemple les primaires, un maire sortant qui perd les primaires dans sa sous-section où il doit passer comme candidat à la candidature au conseil municipal vient de perdre au ricochet. Mais ça place est difficile. Et avec cette année supplémentaire, ils vont se concentrer à la préparation de leur réélection. Bon, parce qu'en face... Ils ont eu 5 ans. Parce qu'en face... Non, c'est que vous dites... C'est ça, c'est que vous dites même est naïf. Parce qu'en face de leurs adversaires en interne, et ils n'ont pas ils vont pas profiter de ces 2 ans pour mieux peaufiner leur stratégie. Ils n'ont pas les moyens du maire. Jean-Jacques, la plupart sont dans des sections. Jean-Jacques, vous savez, vous dire, pour la plupart sont moi qui vous parle, c'est-à-dire que moi qui vous parle, assis sur ce plateau, je me prépare à une stratégie. Ça a déclaré ta candidature. Voilà. Pour aller 7 ans plus tard. Descendre chez moi dans l'arrondissement de Djom, travailler avec une équipe, mettre sur pied les stratégies. Non, j'ai gardé on ne va pas venir le dire ici, pour que l'exécutif actuel qui est là fasse de la place. Et là, c'est en interne au RDPC. Donc ces prorogations, en fait, elle n'est pas faite parce qu'on voudrait bloquer les autres et se donner les avantages à nous-mêmes. Parce qu'en interne même,
Il y a une adversité qui est d'ailleurs normale. Mais est-ce que ça ne donne pas raison, Président Guigui, à ceux qui pensent justement que la souveraineté s'exprime très peu au Cameroun depuis plusieurs années avec ces prolongations, que la légitimité se manifeste très peu, parce que vous avez des élus pour 5 ans qui se retrouvent là 7 ans, même entre 2020, entre 2013 et 2020, c'était pareil. Est-ce que ce n'est pas tuer le choix de l'électeur? Tout à fait, Jean-Jacques. Je pense que le RDPC devrait avoir honte, en grande partie, de faire ce type de prolongation, parce que je pense que c'est un vieux parti. Ils se vantent toujours en disant qu'ils sont représentatifs, ils sont majoritaires partout. Ok, quand on est majoritaire, on a de l'expérience, ça veut dire qu'on n'a pas peur. Et lorsque le RDPC décide parce que vous avez déjà compris que le RDPC a faire peur. des prolongations sans retourner devant le souverain, c'est-à-dire l'élu, celui qui vote, c'est une tricherie. Donc je pense que s'il fallait le faire concrètement, il fallait lancer un référendum pour demander au peuple est-ce qu'ils sont d'accord de prolonger ou pas. Commençons déjà par faire une élection qui va coûter de l'argent. La légitimité, c'est ça le référendum. La légitimité vient du peuple. On est tous surpris. La légitimité vient du peuple. Il y a des contraintes. Et je pense qu'on ne peut pas faire plusieurs prolongations parce qu'il ne suffit pas d'une. Là, on est à 2 déjà. 3, on ne sait pas jusqu'à combien on va arriver avant l'élection. Ça montre vraiment qu'il y a une vraie tricherie organisationnelle. Et ça ne peut pas, ça ne devrait pas honorer le RDPC, qui se vante d'être le parti majoritaire, planté partout, ils ont de l'expérience. Et puis je dirais ceci aussi. Pour les partis d'opposition, certes, nous étions prêts, nous, au parti écologique, pour affronter ces élections. Parce qu'effectivement, sur le terrain, comme vous le savez très bien, le peuple a soif de changement. Vous avez vu la question des ordures, Jean-Jacques. Les populations en ont marre. Dans toutes les villes du Cameroun, quand on arrive, c'est l'insalubrité totale. Rien que sur ce cas, les populations sont prêtes, les citoyens sont prêts à en découdre avec les élus qui sont majoritairement RDPC, qui n'arrivent pas à maîtriser le problème de salubrité, qui n'arrivent pas à maîtriser les problèmes d'eau potable et qui tendent à créer un réel problème de santé publique. Parce que la qualité de l'air, elle est liée à comment on traite les déchets, les maladies pulmonaires. Donc les conséquences sont tellement nombreuses, je ne cite que ceux-là, de telle sorte qu'on est prêt à en découdre avec les élus RDPC qui sont majoritairement au pouvoir. Alors, quelqu'un dit que c'est plutôt le RDPC même qui n'était pas prêt dans l'affaire-là, qu'au lendemain de l'élection, c'était un peu risqué, après la présidentielle, d'oser aller aux élections locales. Effectivement, le RDPC, vu le score qu'ils ont vu, ils ont fait le plus bas score à la présidentielle. On s'en tient aux chiffres officiels. Le président Paul Biya n'a jamais eu moins de voix pour être élu que la dernière présidentielle. Et ça fait un déclic dans la tête. 92. Ça fait un déclic qui montre que le peuple, réellement, est en train de vomir le RDPC. Parce que le RDPC, qui se vante d'être le parti organisé, le parti régalien, le parti qui respecte la loi, comment peuvent-ils faire plusieurs prolongations, de prolongation en prolongation? Est-ce que c'est le RDPC qui fait les prolongations? Et ça, c'est vraiment un réel problème. Ça montre qu'ils ont une vraie peur de ces élections. Mais dans tous les cas, vu le décret qui est sorti, on comprend très bien qu'au mois de février, quoi qu'on fasse, il y aura les élections avant ou ça ne dépassera pas février. Et pour nous, le parti d'opposition, pour nous, ça nous permet d'avoir le cap. On continue de travailler et on est sûr de pouvoir vraiment battre le RDPC. La prolongation sert l'opposition aussi. Ça, c'est d'un de deux. Ce n'est pas le RDPC qui fait des prolongations. C'est qui? C'est le président Escalité dans la République qui fait les prolongations. Qui est de quel parti? Et le pays a un ensemble de contraintes qui peuvent être parce que l'élection... Il est le président national du RDPC. Non, ce n'est pas le RDPC qui fait les prolongations. Parfois, la question des moyens peut intervenir. C'est la raison. Une élection double comme la législative et les municipales, elle coûte énormément. Elle coûte peut-être le triple ou 4-5 fois ce que peut coûter une élection présidentielle. Quand vous prenez la conjoncture, n'est-ce pas? Vous prenez le contexte. Est-ce qu'on a la ressource? Est-ce qu'on a la ressource? Le double scrutin, c'est fait pour baisser le scrutin unique. Vous essayez de modifier tout ça quand vous ferez encore un procès d'intention en disant comme c'est eux qui sont le parti au pouvoir. Ils vont évidemment modifier l'opposition depuis des années.
C'est cette formule qui permet de... Vous faites ça en ce moment-ci, en disant qu'on va faire le bulletin unique, que vous verrez des gens sur ce plateau qui feront le procès de RDPC en disant ils vont manipuler le bulletin unique. En fait, le RDPC, et moi j'aime bien ça, c'est-à-dire quand à l'opposition on veut pleurer, n'est-ce pas? On est un peu comme ces murs de lamentation où tout le monde dit oh vous êtes trichés, vous voulez voler les élections, vous n'étiez pas prêts. Le RDPC est prêt à tout moment. Je vous ai dit l'adversité, la plus grande adversité dans ce genre d'élection au RDPC est interne. Parce qu'il y a des combats qui se jouent parfois au début, beaucoup se jouent. Avant même la communication de alors notre frère Benoît Titi de Yamoussoukro revient, Jean-Jacques, avec ses prorogations en cascade des mandats des élus. Notre pays offre du pain béni au monde entier pour le traîner dans la boue. Le ventre des bénéficiaires de ces prorogations n'a pas de place pour recevoir de la nourriture. Il faut arrêter le massacre vraiment. RDPC, l'électeur n'existe plus dans ce pays. C'est un peu ce qu'on ressent. D'ailleurs, on l'a lu dans la démarche de Maurice Kamto auprès de quelques institutions qui pensent que l'électeur n'existe plus. Si son mandat de 5 ans qui vous donne, vous le transformez en un mandat de 7 ans, et entre-temps, vous prenez des décisions fortes, comme une modification de constitution, c'est quand même un problème pour l'électeur, si on en a. Vous choisissez qui vous choisissent. Vous touchez du doigt la question de la légitimité. Le RDPC a beau jeu de dire qu'ils ont tout fait dans la légalité. Et c'est vrai. Oui. Les textes sont votés par leurs amis corrompus par les prorogations. Aujourd'hui, qui peut dire au Cameroun qu'un député qui siège à l'Assemblée est redevable aux populations qui l'y ont envoyé en 2025? Lui-même, le député qui siège aujourd'hui comme le conseiller municipal que nous évoquons à l'instant, se sent plus redevable du décret qui a prorogé son mandat que du résultat de l'élection de 2025. Et c'est à dessein que ça a été fait ainsi. Bon, on ne va pas s'arrêter sur le mur des lamentations qu'a évoqué M. Gungu. Sauf que je leur fais remarquer que autant vous tirez avantage aujourd'hui de votre position de pouvoir, autant vous pourrez vous lamenter demain quand vous serez vous aussi dans l'opposition, pour autant que nous soyons dans la démocratie, c'est-à-dire que je raisonne que autant vous avez pu avoir la position qui est la vôtre aujourd'hui, autant on peut arriver à une élection qui, comme celle de mémoire qui s'est faite en Gambie avec des billes, avec un dirigeant inamovible qui s'est retrouvé surpris d'avoir perdu l'élection et de devoir partir en exil. Je ne vous le souhaite pas, mais il faut dire que à force de cristalliser la rancœur de la population, à force de l'instrumentaliser, de lui enlever même, parce que la démocratie c'est simplement l'expression du suffrage, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la démarche limite du mépris, parce qu'aujourd'hui les populations ressentent un peu ça comme vraiment on n'a pas voix au chapitre, et aujourd'hui même d'ailleurs elles dédaignent vos choses-là. C'est-à-dire que faites comme vous voulez là-bas, on attend le jour où ça finira. Et je crains pour vous que le jour où ça finira, vous soyez en train de dire, soyez quand même fair play. Nous aussi, on est de l'opposition, faites-nous de la place. Parce que le jeu, qui est un jeu qui permet à des gens d'accéder à des positions de pouvoir, doit rester un jeu dans lequel les gens n'ont pas peur d'exprimer leurs opinions politiques. Parce que dans un pays aujourd'hui où les acteurs politiques raisonnent que de s'engager, c'est au risque de leur activité économique ou au risque de leur position sociale ou au risque de leur vie, ce n'est pas, comme disait Jean-Jacques tout à l'heure, honorable pour un pays comme le Cameroun. D'accord, c'est pas honorable. Et les partis politiques, certains s'inquiètent, ils l'expriment clairement. Le vice-président n'est pas encore nommé. Si une vacance intervient aujourd'hui, le président du Sénat va assurer et à 120 jours pour organiser une élection présidentielle. Si on va sur ce schéma-là, ça veut dire que certains sont déjà condamnés à ne plus être candidats à l'élection présidentielle. Il faut voir beaucoup plus loin. Oui, à la vérité, je crois que ces gens-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent du Cameroun au fond. Lesquels gens?
ceux qui gouvernent, ceux qui sont à la manœuvre. Parce que quand on parle du RDPC, la vérité c'est que dans le RDPC, il y a beaucoup là qui ne sont même pas au courant des décisions qui sont prises. C'est Dieu le Père qui prend les décisions. Depuis là, on évite de le nommer, c'est le président de la République qui a un cabinet, qui a un ou deux conseillers, qui organise comme ils veulent. Parce que les Congos aussi le disent clairement, eux-mêmes ils ne savent même pas quand est-ce que les choses là vont se passer. C'est le même monsieur qui vous a dit dans quelques jours. Le décret vous a dit, il s'est préparé. Le décret vous a dit que c'est 2020. C'est le même président. Mais le décret a déjà parlé. D'accord. Quelqu'un qui a la légalité décide et on est là pour faire un débat là-dessus. Ils aiment ça, ils ont la légalité. Bien sûr, mais un pays fonctionne sur la base de la légalité. C'est comme en 2020. On dirige quoi avec la légitimité? légitimité D'un parti avait déjà préparé le dossier. C'était à 2 jours de l'élection, on a annoncé le boycott. C'est la même chose. C'est des gens qui ont le pouvoir absolu, qui font comme ils veulent. Ils vous disent dans quelques jours, il y a un gouvernement, vous attendez quelques mois, même quelques années. Ils s'en foutent. Ils ne sont plus au niveau où les désidératas, les envies du peuple. On ne les compte pas au Cameroun, les envies du peuple. C'est pour ça que dans mon propos sur le sujet, j'ai dit les lamentations ne servent plus à rien. Il faudrait que surtout sur le mot de lamentation du RDPC. Parce que le RDPC ne nous fera jamais de fleurs. RDPC. Le RDPC ne fera jamais de fleurs à l'opposition globalement. Le mépris qu'ils ont envers l'opposition est clair. Ils vont toujours l'afficher. Si nous avons compris ça, est-ce que nous sommes capables de nous organiser, de mutualiser les forces? On le signalait ici, qu'il y a des problèmes de ressources au sein de l'opposition, de ressources financières, de ressources humaines. Parce que, en effet, quand vous prenez l'initiative dans nos localités, c'est des menaces de l'élite même locale, c'est des menaces de X et Y. C'est difficile. Donc, parce que c'est difficile du côté de l'opposition, je crois que si nous on aime ce pays-ci, on doit travailler à mutualiser les forces, à travers les coalitions pour que on mette un temps soit peu cela en difficulté. Parce que si on est en élection couplée en 2027 et on leur donne toujours ce boulevard de l'Assemblée nationale avec la majorité obèse qu'ils ont, parce qu'on n'aura pas su faire. À la convocation du corps électoral même. Hein. Ils auront l'opportunité de tout manœuvrer. Parce qu'ils vont vous dire la loi, la légalité. Ils s'en foutent de la légitimité. Ils vont vous dire la légalité voudrait que, parce que les lois ont été votées, ils auront cette majorité. Peut-être d'autres vont boycotter encore, peut-être d'autres ne pourront pas se mettre ensemble, peut-être. Et après 2027, ils auront leur vice-président et ils auront la majorité à l'Assemblée nationale. En 2032, on n'aura que nos larmes pour pleurer pour attendre 2039, je crois. C'est assez compliqué. Le RDPC fait ce qu'ils savent faire. Alors, nous de l'opposition, essayons de faire différemment. Je trouve quand même... Le schéma actuel, Ferdinand Kungu, je vais envoyer un message à mon ami et grand frère Soulé Onoyolo. Il risque de garder la vague un peu plus longtemps. Heureusement qu'il a dit qu'au plus tard, le 21 mai, qu'il neige ou qu'il pleuve, lui, il va se raser. Parce qu'une progression peut avoir un impact également sur la formation d'un gouvernement. Pour quel intérêt on changerait le gouvernement aujourd'hui alors qu'il est municipal à préparer? Oui, encore que au lendemain de l'élection de 2020, je n'ai pas souvenir de ce qu'on a changé le gouvernement. C'est vous qui avez la mémoire très fraîche là. Puisque le gouvernement c'était en 2019, voilà. En 2020 on a changé. Du coup, c'est même d'autres leviers en réalité. Ça ne se joue pas sur les récoltes politiques, sur la présence sur le terrain, des uns qu'il faut récompenser ou encore des autres qu'il faut sanctionner. La vérité est que nous sommes dans un contexte particulier. C'est-à-dire que les choses sont difficiles. Il y a peut-être la légalité, mais la vraie question de qui gère le pouvoir au Cameroun, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit content ou pas, il faut pouvoir poser ces questions. Parce qu'il y a un certain nombre d'actions qu'on observe, un certain nombre d'informations, un certain nombre de combats qu'on observe sur la place publique dans les médias, qui laissent croire qu'il y a même comme un agenda caché. Bon, maintenant, nous on prépare les élections. On a décidé de s'engager dans ce chemin-là. On va pas abandonner et tout le monde est unanime là-dessus. Mais je pense que à l'avenir, il va quand même falloir que
ceux qui gèrent, et on sommes obligés de citer le RDPC, se projette au-delà de la conservation du pouvoir. Projetez-vous au-delà de la conservation du pouvoir. Si vous continuez seulement à réfléchir sur conserver le pouvoir, sur le comment conserver le pouvoir, le côté pervers, c'est que ça crée des rancunes. Et du coup, le Cameroun risquerait de ne pas beaucoup avancer démocratiquement. À partir du moment où d'autres pourront arriver au pouvoir, conscients de ce qu'ils ont subi, beaucoup de choses. Oui. On va sortir l'émission, on n'a plus que 2 minutes. Laissons-les. Non, si la gouverner, c'est pouvoir. Donc, il ne faut pas qu'on y peut-être qu'il faut lancer un appel aux institutions électorales. Les élections vont se poursuivre normalement jusqu'au mois d'août. Oui, il faut clairement le dire. Peut-être c'est par là le procès le report qui a été les élections électorales continuent jusqu'au 30 août. Comme je l'ai dit tantôt, que les uns et les autres aillent s'inscrire. Que ceux qui ont les ambitions politiques rejoignent les formations politiques, en l'occurrence le CRC est prêt à investir. Les mains sont en haut encore pendant 1 an presque. Ils ont alors la dernière chance de travailler, mais pour mieux pour leur localité, afin de bénéficier et de séduire les électeurs, afin d'être reconduits à la prochaine élection. Donc il faut peut-être travailler maintenant. Alors quelqu'un dit non, le gouvernement sera formé avant, on attend de voir ce qui va se passer. L'appel aux inscriptions sur les listes électorales est à nouveau lancé par les uns et les autres. Monsieur, on vous dit merci. Je voulais faire un petit relais sur la conceptualisation de la légitimité. C'est du populisme purement et simplement. Comment cela? Quand il s'agit de décider dans la gestion d'un pays, n'est-ce pas? C'est ceux qui ont reçu mandat et qualité et quantité qui, s'appuyant sur les lois, décident. Donc c'est la légalité. Mandat dont la durée se mesure comme la fronde. Même pour décider sur une élasticité d'après vous, il a fallu que sur le plan légal, on s'assure. Et on s'assure de cette légalité sur les majorités dégagées à la chute d'une élection. Vous ne pouvez pas dire qu'un député qui a été élu et qui a reçu un député qui a été élu, qui a reçu prorogation du mandat par le président qui a été élu, qui a qualité et quantité de proroger, a perdu sa légitimité parce qu'on voudrait faire des parce qu'on voudrait faire un procès. Le but de lamentation, bon, on comprend. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Parce que celui qui va voter quelqu'un pour 5 ans. Oui, il vote aussi quelqu'un qui devient président, qui a qualité de proroguer le mandat de 5 ans à 1 an ou à 2 ans. Le verrou de sa limite. Non, qui lui-même a utilisé les voies légales et les voies législatives pour pouvoir faire cette modification. La loi lui permet. La Constitution est le squelette. Très bonne soirée à tous et à demain. N'oubliez pas cette émission spéciale sur les réalisations de la Société immobilière du Cameroun, la SIC, tout à l'heure à 21h35 sur Info TV. C'est aussi ça à faire, savoir ce qui est fait. Et ce soir, on fait savoir ce qui est fait du côté de la Société immobilière du Cameroun, la SIC. Très bonne soirée.